Nous allons voir dans ce chapitre le marketing 3.0, la fin de la pub et le début du marketing 4.0. Alors vous avez dû suivre dans les 8 paradigm shifts le concept marketing 3.0 derrière marque média. Je suis une marque, je suis un média, en expliquant comment on était passé de 1.0, 2.0, 3.0, c'est l'ère des influenceurs, et aussi l'inversion du call for action qui avant était auprès de l'individu qui devait lever la main pour demander un coca et maintenant qui est auprès de la marque qui doit faire la bonne suggestion au bon moment. Donc je conseille de revoir ce chapitre avant d'attaquer celui-là. Donc marketing 3.0, c'est la fin de Porter. Donc Porter enseigné dans toutes les écoles de marketing depuis 30-40 ans. Le problème, c'est pas qu'on l'ait enseigné il y a 40 ans, c'est qu'on continue à l'enseigner aujourd'hui. Donc parce qu'il y a 40 ans, c'était une méthode, ma foi, logique et efficace parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. En effet, on ne pouvait pas sentir le sentiment ou tracer l'action du citoyen consommateur. Donc on le mettait dans des grandes catégories socio-professionnelles, CSP, CSP+, etc. Et on espérait qu'il y reste tout au cours de sa vie ou tout au cours de certaines périodes de sa vie. Et en fait, ce qu'on a compris maintenant, c'est que le citoyen consommateur change d'opinion, de mentalité, d'humeur très rapidement et il faut être capable de le suivre. Et maintenant avec le smartphone, on peut suivre ça, commencer à le suivre, donc l'avènement du marketing 3.0 qui se résume dans cette formule. L'important, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Donc laissez tomber les panels d'utilisateurs qui disent « oh oui, j'aimerais mieux ça, ça et ça ». Observez ce qu'ils font, c'est la UX. Alors petit clin d'œil avec l'actualité. Voilà, donc on a connu ça récemment, aussi bien Trump que Fillon. Donc c'est ça, c'est pas ce que vous dites aux sondeurs, c'est ce que vous faites, notamment quand vous écoutez les débats. Et on avait rencontré en octobre 2016 à Berkeley une boîte de big data qui nous avait dit bon, c'est plié, c'est Trump qui passe. On dit bah tiens, vous n'avez pas le moral. Il dit non, c'est simplement qu'on regarde ce que les gens googlisent pendant les débats télé et on sait uniquement par ça comment ils sont en train d'évoluer dans leur mentalité et de préparer leur vote Trump. Alors, pour vous raconter l'histoire du marketing 3.0, regardons le troisième pivot qu'a fait la société Netflix. Donc, Reed Hastings avait la keynote en 2016, au moment où il lançait le service dans pratiquement tous les pays du monde et d'un seul clic. Donc l'histoire c'est simple, quand vous faites du streaming, vous achetez un catalogue et vous dites à Universal ou à un autre, tiens, t'as tous ces films qui dorment, moi je vais les vendre à 9,99 par mois et je te donne 70% de l'argent que je collecte et toi tu le distribues au nombre de vues parmi les ayants droit. Donc le problème c'est qu'on redonne 70% de l'argent et puis tout d'un coup, un coup de génie, il y a 3 ans, Netflix commence à développer ses propres contenus. Donc House of Cards, c'est un succès phénoménal. Et il crée le vidéo binging, donc c'est le gavage vidéo. C'est-à-dire que vous mettez devant votre canapé avec des pop-corn et pendant un week-end, vous allez regarder toute la saison numéro 3 qui vient de sortir en enchaînant les épisodes les uns après les autres. Donc, à part ce côté addictif, Netflix réalise que c'est génial parce que les gens ils regardent maintenant House of Cards au lieu de regarder le catalogue de Universal ou d'un autre, et donc ils gardent 50% du cash et non plus 30% comme avant. Et alors là, c'est money makes the world go round, who has the money set the rule. Donc avec ça maintenant, j'embauche les meilleurs talents. Rappelons que Netflix aujourd'hui a un budget de 7 à 8 milliards d'acquisition et de production de films. Donc on va dire aux meilleurs talents, non, on fait plus des longs métrages, viens faire des séries, c'est beaucoup mieux. Et du coup, j'ai complètement ubérisé Hollywood, si je peux dire. Hollywood, structure très coûteuse, avec des tas de gens qui gèrent des stars, des studios, des machins. Là, je vais voir un producteur qui est fameux au Brésil, je lui dis qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? J'aimerais bien faire un film sur les narcotrafiquants. Ah ouais, génial, t'as besoin de combien? Je sais pas, 150 millions. Bah écoute, je te donne 180 millions et tu me files les 9 premiers épisodes dans 6 mois. Le réalisateur, il adore, il a les mains libres,
il fait ce qu'il veut, et ensuite Netflix revient vers lui en lui disant, tiens, petite statistique de Big Data, tu vois à l'épisode numéro 4, là, quand tu as mis vraiment beaucoup de ketchup sur l'écran, bon, bah, les 40-45 ans, ils n'ont pas trop aimé, alors si c'est ta cible, fais gaffe, vas-y mollo sur le ketchup. Voilà, et ensuite, très important aussi, donc avec le succès, beaucoup plus de contributeurs arrivent, ils regardent mes séries et non pas les films, et je garde plus d'argent, et là aussi assez extraordinaire, c'est moi qui vais décider du timing technologique. Vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, on voyait des écrans 4K au CES, mais on nous disait, faites gaffe les mecs, il n'y aura pas de contenu, parce que nous, les majors, on s'est déjà payé un post-prod en HD, ça nous a coûté bonbon, on va pas tout mettre à la poubelle pour passer en 4K. Mais là, ils n'avaient pas vu Snapdragon, donc Qualcomm avec son nouveau chip, qui permettait de prendre de la vidéo en 4K, de streamer sur YouTube et de partager tout ça avec ses copains de YouTube. Donc si les majors y passaient pas, eh ben les YouTube et autres Netflix, eux, peuvent y passer parce qu'il n'y a pas le problème du temps de latence. En effet, vous êtes tout à fait habitué à voir le petit sablier qui tourne lorsque votre film en streaming doit arriver dans votre ordi ou dans votre télé. Bon, quand vous choisirez la version 4K, il y aura un peu plus de data, ça ne prendra pas 10 secondes, ça prendra 20 secondes ou une minute. Vous irez chercher une bière dans le frigidaire, vous êtes habitué. Voilà, et puis il y a tout le big data qui permet de voir exactement vos comportements. Et là, on va finir par ça sur l'exemple Netflix. Il raconte très bien qu'au début, il demandait à leurs nouveaux clients qu'est-ce que vous préférez, les westerns, les documentaires chinois, etc., etc. Et après quelques temps, ils se sont dit mais tout ça, ça sert à rien. De toute manière, j'observe les usages. Et d'ailleurs, Bertrand, t'es un sacré menteur parce que tu dis que tu aimes bien les documentaires chinois et à chaque fois je t'en propose un, au bout de 5 minutes, tu zappes pour aller voir tes westerns. Donc, ce que tu dis, ça n'a pas d'importance, c'est ce que tu fais. Voilà, et winner takes all, donc le cercle vertueux de Netflix en ce moment. Alors, très amusant était le débat à distance entre Netflix d'un côté et CBS Universal Comcast de l'autre, qui parlait à la même conférence, et le patron de CBS était interviewé par un journaliste qui dit bon ben vous n'avez pas peur de Netflix? Non non, on a toujours eu de la concurrence. Ah bon, mais vous n'avez pas peur que tous les jeunes ils regardent plus la télé linéaire? C'est pas grave, les vieux ils regardent de plus en plus. Donc c'est l'histoire du mec qui chute du 40e étage et qui dit au 25e jusqu'à présent tout va bien. Donc les disruptions ou les inversions, elles sont énormes, elles sont nombreuses. Donc on a vu Lean Hollywood. Avec Netflix, il n'y a plus de débat. Je fais tout en A/B testing. Et comme je fais tout en A/B testing, plus besoin d'avoir de hiérarchie. C'est pas le patron qui décide, c'est la foule. Donc ça change complètement les modes de management. Voilà. Donc je fais aussi de la conception de big data. Et puis donc dans ce débat entre Comcast et Netflix, à un moment, un patron de Comcast, il s'est rendu compte qu'il avait dit des bêtises et que la concurrence Netflix, elle devenait très forte. Et donc au Canada, au festival du film suivant, ils vont attaquer Netflix en disant dites-nous un peu les scores, parce que vous dites que House of Cards a été un succès, mais combien de millions de vues, etc., quelle catégorie socio-professionnelle. Et là, le gars de Netflix, il rigole, il dit les gars, vous n'avez rien compris. Moi, j'ai pas besoin d'avoir de rating ou de vous dire combien j'ai de téléspectateurs, parce que je suis dans le B2C. Tant que Monsieur Petit, il me donne ses 9,99 par mois, moi je suis content, et ensuite il va regarder un film, 2 films, 10 films, c'est lui que ça regarde, et j'ai pas besoin d'aller chercher des annonceurs pour mettre de la pub. Donc ça c'est une inversion totale. Le bon vieux modèle qu'on a connu jusqu'à 2013, c'était le B2B to B2C. Donc Comcast vendait son truc, alors ou vendait pas aux téléspectateurs, qu'aux États-Unis ils ont tendance à vendre. Il devait ensuite aller chercher des annonceurs et puis des content providers en disant regardez toutes les familles, médiamétrie, etc., la pub que vous pouvez faire, etc. Alors que Netflix, il dit non, non, moi maintenant je suis dans le B2C. Voilà, le gars il fait du video binging. Je suis dans le big data, il me donne 10 euros par mois, je suis content. Donc la pub, on le voit dans les chiffres, donc ça c'est publié dans The Economist, vous voyez à droite que ça y est, on a basculé en Europe, aux États-Unis, sur un trend où le digital est plus important que la télévision, avec 40% dépensés du budget pub qui est de 557 milliards et qui croît comme le PNB mondial. Et ben voilà, on en est à 37%
soit 200 millions. Et si vous regardez dans ces 200 millions, il y a Mobile Ad qui est 35% encore, donc ça fait 70 millions. Et là, Mobile Ad, vous voyez la prédominance de Google et Facebook qui rattrape le retard. Donc pour finir, un petit clin d'œil, parce qu'on en reparlera plus tard, qu'est-ce que c'est que le marketing 4.0 ? Ben on continue, c'est-à-dire l'importance n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites, et surtout ce que vous ressentez en le faisant. Donc on l'a vu depuis 2-3 ans au CES, il y avait une boîte du MIT qui vous mettait devant un écran, qui vous passait un film et qui regardait vos émotions sur votre visage et était capable de les décoder parfaitement. Donc ça se généralise. Donc non seulement je vous suis dans toutes vos habitudes, consommation, d'achat, etc., mais éventuellement toute la journée en reconnaissant votre visage et en reconnaissant à chaque instant quelle est votre émotion, si vous aimez pas ce truc-là, cette ambiance-là, ce produit-là. Bon, tout ça ouvre des tas de possibilités, c'est sûr, et aussi va poser des tas de problèmes que nous regarderons plus tard. Merci.